Jugement, mais c'est un jugement, comme je n'ai pas d'intérêt dans l'affaire, je peux le dire. Probablement que les Nations Unies ou le CICR me dira, c'est pas gentil de dire ça. Mais oui, quand on entend les témoignages, on a vraiment l'impression que le chaos n'a fait que s'amplifier. Et que l'égoïsme a été vraiment devenu hypertrophié. Tout le monde dans sa famille. Donc, je voulais revenir sur la question de la neutralité. Oui. Et parce que je sais que le CICR intervient le plus souvent quand il y a un conflit entre les États ou dans des zones de conflit. Comment vous faites dans une telle organisation pour garder la neutralité nécessaire à la nature même de votre travail? Et puis, j'aurais un deuxième volet. Est-ce qu'il n'y aurait pas, dans certains cas, une nécessité de prendre position, même si ça ne répond pas vraiment à la nature de votre organisation? Alors, la neutralité, d'abord, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on a à faire face essentiellement à des conflits internes. Il y a très peu de conflits entre États. Si vous prenez l'Afrique, ce sont des conflits internes. Bien sûr, d'autres États sont impliqués, mais indirectement. Ce n'est pas une guerre ouverte entre le Congo et le Rwanda. Mais il y a des éléments rwandais qui interviennent au Congo, tout le monde le sait. La même chose en Afghanistan, avec le Pakistan, peut-être des interventions iraniennes, enfin, je ne sais rien. Mais pour dire, ce sont des conflits interne, et alors la difficulté, même si le droit malheureusement, même dans les situations d'un conflit entre États, le droit n'est que peu respecté, le droit lui-même non seulement n'est pas respecté, mais le droit international est faible, puisque vous n'êtes pas en présence de parties au conflit qui ont signé des textes de droit, il n'y a pas d'engagement. Donc c'est clair que là, il n'y a que la persuasion qui peut faire avancer les choses, persuader les partis de faire des efforts. Alors je prends l'exemple de l'Afghanistan. CICR est en Afghanistan la seule organisation qui travaille du côté des talibans. Tel point même qu'il y a quelques semaines, 3 ou 4 délégués du CICR ont été capturés par un groupe de talibans. Et un des patrons talibans s'est excusé 24 heures plus tard en disant: mes soldats, mes combattants ne savaient pas que c'était le CICR, veuillez nous excuser, mais nous nous touchons. Donc ça veut dire vous avez vu les bandes dessinées. C'est possible qu'ils aient vu, parce qu'en effet, il y avait des bandes dessinées aussi, mais surtout, c'est l'attitude. La neutralité implique une qualité, est-ce qu'on peut appeler ça une qualité ou une vertu? C'est d'être predictable, d'être prévisible. Si vous êtes imprévisible, ça veut dire que la neutralité n'est pas prévisible. Si vous êtes neutre, c'est qu'on sait que dans telle situation, vous allez faire ceci ou cela, ou ne pas faire ceci ou ne pas faire cela. Donc, il faut être prévisible. Et là, le CICR est extrêmement strict au niveau de la formation et autres. Soyez toujours prévisible. Vos interlocuteurs doivent savoir ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, ce que vous allez dire, ce que vous n'allez pas dire. Et ils l'acceptent ou ils ne l'acceptent pas, mais au moins ils le savent. Mais si vous n'êtes pas prévisible, par définition, vous allez faire peur, on va se méfier, et donc, votre neutralité ne sert à rien. Parce que la neutralité, ce n'est pas une proclamation que je suis neutre. La neutralité, c'est une acceptation par des tiers que vous serez neutre. Parce que la neutralité, c'est une attitude qui doit être acceptée par les deux côtés. Enfin, dans le cas, malheureusement, souvent, il y a plus que deux côtés. Ils doivent dire, ben voilà, oui, ils sont neutres, il ne va pas prendre parti pour toi ou pour moi. Donc, être prévisible est très, très important. Et là, je reviens à ce que je disais comme porte-parole. Les faits, oui, mais la doctrine, le droit, ça, ce sont des choses prévisibles, on les connaît. Et donc, la doctrine est le plus important, parce que la doctrine, c'est, si vous voulez, la codification de l'attitude dans des situations données.
Et d'où l'importance, quand je vous ai parlé de mon expérience, c'était la première expérience du CICR à l'époque, hein, de lancer ces campagnes d'information sur le terrain. Aujourd'hui, c'est généralisé. Il n'y a aucune opération du CICR sans un volet communication. Sur le terrain, donc pas communication médias, autre, communication auprès des populations, des combattants, qui nous sommes, ce que nous faisons. Donc pour être prévisible, pour dire voilà, vous pouvez vous attendre à telle attitude dans telle situation. Maintenant, prendre position, le CICR, la règle, ben voilà, ça fait partie de la doctrine. Comme délégué, tu dis ce que tu fais, mais tu ne dis pas ce que tu vois et entends. Tu dis ce que tu fais, mais tu ne dis pas ce que tu vois et entends. Mais il y a un certain moment où ce que tu vois et entends qui s'accumule. Alors c'est la direction générale à Genève qui décide, là on va prendre position. Et il arrive en effet que, par exemple, sur les territoires occupés, le CICR a souvent pris position sur l'attitude israélienne à l'égard des populations palestiniennes qui sont protégées par les conventions de Genève, alors que les Israéliens leur refusent cette protection juridique, formellement. Le CICR prend souvent position sur les attaques indiscriminées, parce que selon les principes modernes du droit de la guerre, vous ne pouvez pas, bien sûr, les cibles militaires et civiles sont mélangées le plus souvent, mais vous ne pouvez pas raser une ville pour tuer 3 ennemis. Ce que faisaient les Américains à la Deuxième Guerre mondiale, des villes comme Dresden ont été rasées, des milliers et des milliers de morts, mais ce n'était pas du tout nécessaire. En fait, après, ils nous l'ont dit, c'était pour impressionner, c'était psychologique. Alors ça, c'est encore un autre domaine. Le CICR condamne ces choses, il prend position. Donc, vous ne pouvez pas... il y a des limites. Il y a des limites. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins... Dans les faits, il y a de moins en moins de limites. J'ai répondu à votre question. D'autres questions? Encore 5 minutes. Moi, je fais un parti de la mais en fait, c'est plus par rapport à votre carrière. Ouais. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous avait poussé à entrer en communication, vu votre parcours? Vous avez dit en sciences politiques. Puis, comment vous êtes arrivé à être chargé de mission au Vietnam? Non, au Vietnam, j'étais délégué. Ça n'a rien à voir avec la communication. Ben, comme je vous ai dit, c'est le hasard. Le professionnel qui se fait virer parce qu'il invente l'information, et puis comme on est sous pression, on est en crise et qu'il y a des centaines de médias qui, heure après heure, nous contactent, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Donc moi, j'étais censé faire ça pour 2 semaines, 3 semaines. Et puis après, le CICR a payé une boîte de recrutement. Ils ont fait un portrait, profil du porte-parole, chef directeur de la communication, etc. Ils ont payé je ne sais pas combien, puis ils ont mis ça dans les journaux, dans l'Économiste, etc. Et puis mes collègues ont dit, mais qu'est-ce que vous allez chercher à l'extérieur? Moi, nous se débrouille très bien, en plus on a confiance, il a été sur le terrain, il sait ce que c'est qu'un prisonnier, il sait ce que c'est qu'un fusil. Moi-même, malheureusement, au Vietnam, j'ai sauté sur une mine, j'ai passé 6 mois à l'hôpital, donc Modou, il sait de quoi il parle, il est crédible. En plus, il a fait quelques mois à la juridique, il connaît ses textes. Donc finalement, j'ai été nommé. Et comme, c'est un peu partout, mais j'avais le privilège d'avoir plusieurs années, comme je ne savais pas que j'avais plusieurs années devant moi, mais comme j'étais en situation de création et d'innovation permanente, c'est ça qui m'a tenu. Jamais je ne me suis trouvé en situation de routine. J'ai dû contribuer à l'invention, à la conception de la communication soutien à la diplomatie humanitaire. Ensuite, j'ai lancé ce programme de la communication au service de l'assurance vie des collègues sur le terrain. À l'UNESCO, cette histoire de faire la paix avec les médias sans les outils traditionnels de la communication, mais en créant les conditions. Bon, j'ai eu la chance, hein, j'ai aussi beaucoup de chance dans ma vie. La fin de la guerre froide, ça ne m'aurait jamais permis de faire ça, mais il faut être aussi opportuniste. Hein, il faut savoir, en anglais c'est plus joli, en français opportuniste c'est péjoratif, mais window of opportunity, savoir, paf,
Ah, elle est ouverte à 11, il souffle. Donc c'est ça qui fait que j'ai tenu. Parce que j'avais toujours quelque chose de nouveau à créer, il fallait s'adapter, et comme je dis, on doit absolument s'adapter à des situations changeantes. Et quand en plus c'est pour une cause noble, quand vous travaillez pour les entreprises, vous apprenez qu'il y a des malhonnêtetés, qu'il y a des produits, qu'en réalité vous vendez des trucs à des... comme par exemple dans l'industrie nucléaire, il y a des fuites, et vous avez des groupes criminels qui se sont procurés des armes absolument, disons, des armes stratégiques qui n'appartiennent qu'aux états-majors, et que ce sont des entreprises sous-traitantes qui ont contribué à se faire du fric. Alors, quand vous êtes dans une entreprise comme ça, l'éthique, c'est pas possible, vous arrêtez. Moi, j'ai pas eu ce problème d'éthique. J'ai toujours travaillé pour des bonnes causes. C'est pour ça que j'ai eu une chance extraordinaire. Travailler pour des organisations, même l'UNESCO, malgré tous ses défauts. C'était une belle organisation. C'est une organisation pour la paix, par la culture, l'éducation, la science et la communication. C'est les hommes qui la pervertissent. Donc voilà, c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui, et puis même si je suis à la retraite, je suis encore actif. J'étais à Phnom Penh il y a 3 mois pour parler d'un truc qui est mon dada aussi, qui est en français la bonne gouvernance, par les médias, pour les médias et dans les médias. CNN et autres, mais Al Jazeera, vous avez télévision avec latine, etc. Mais je pense que de plus en plus, ce sont les individus, à travers les moyens. C'est la grande différence entre aujourd'hui et il y a 20 ans. Aujourd'hui, n'importe qui, même les plus pauvres, ont accès, sont source d'information et ont accès aux moyens de communication. Et vous voyez, pour un petit truc, vous avez tout d'un coup sur des blogueurs, vous avez sur MySpace, vous avez Twitter, etc. Vous avez des milliers et des milliers de gens qui apportent de l'information. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un shift, il y a un mouvement qui n'est pas exclusif, je précise bien, mais qui rééquilibre entre les grands moyens d'information, en commençant par la télévision, parce que les agences de presse existent toujours, mais il n'en reste plus de 4 de toute façon, les livrets, et elles n'ont plus du tout le monopole d'information, ce qui était un des grands thèmes dynamiques. Et puis bien sûr les grandes télévisions, même les grands journaux ont des problèmes énormes quand on pense même au New York Times, etc. Et puis un shift vers le citoyen, avec ce qu'on appelle le citizen journalism, terme haï par les journalistes professionnels, mais qui fait que chacun est aujourd'hui une source d'information. Non seulement un récepteur, mais une source d'information. Vous pouvez se souvenir, tout ce qu'on vient de dire maintenant, vous pouvez le mettre sur votre Twitter, etc. Et puis, Ibrahim Modou a dit, machin, qu'est-ce que j'aurais pu dire, quelque chose qui méritait qui aurait choqué le monde, et on va faire circuler cela. Et malheureusement, c'est le problème qui arrive à des grands journalistes. C'était un type de CNN, un des vedettes du CNN qui a dû démissionner après ça. Il était à Davos, et puis, bon, dans des réunions comme ça, ils discutent, et il a dit quelque chose comme ça, en privé. Et puis la personne à côté a mis ça sur Internet. On l'attribue. Alors, c'était pas faux, mais c'était pas le contexte, bien sûr. Il n'aurait jamais dit à l'écran. Mais il s'est trouvé dans une situation impossible, il a dû démissionner. C'est connu cette histoire. Donc c'est un ministre ou un parlementaire qui parle un peu trop dans les coulisses, il se retrouve sur Internet. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, l'individu, les individus, les grands comme les petits, les vieux comme les jeunes, sont des sources d'information et elles se sont multipliées par millions. Un truc en Chine, aujourd'hui, c'est grâce à Internet qu'on sait ce qui se passe en Chine. Et avec la Corée du Nord, il n'y a pas d'Internet. Bon, Alain, donc merci beaucoup de cette conférence.